Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Autre rendez-vous de ce soir respecté. Parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit. En tout cas, pas ailleurs, c'est ici. Vous voulez suivre les débats citoyens, c'est ici. Vous voulez comprendre le fonctionnement du pays, c'est ici. Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre pays, c'est ici. Et vous voulez savoir le comportement de l'homme politique, c'est ici que vous allez savoir. Et aussi, la souffrance de la population, si vous voulez comprendre comment les Congolais souffrent, c'est ici. Et c'est comme ça que, à chaque fois, nous recevons les acteurs, pratiquement chaque jour. 20h30, l'émission commence, pendant 45 minutes au moins. 22h30, la première rediffusion. 7h30, la deuxième rediffusion. 12h30, la troisième rediffusion. Et 17h, la quatrième rediffusion. 20h30, on reprend la diffusion. C'est ici, pas ailleurs. Nous recevons les politiques. Nous recevons les acteurs sociaux ou les acteurs de développement. Nous recevons substantiellement les Congolais parce qu'ils doivent parler leur pays. Ce soir, nous recevons pour vous Norbert Yamba Choukou, écrivain et conférencier, cadre de l'UDPS, président de la Nouvelle Vision panafricaine. Il est consultant et coach international en développement personnel. C'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Norbert Yamba, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un peu plus longtemps, on n'a pas été ensemble. Hein? C'est vrai qu'il fallait que vous m'appeliez pour que je sois. Et voilà, au moins je fais. Au moins je vous suis. Au moins je vous suis, à travers certaines chaînes aussi. Je me dis, mais il ne change pas. Il reste le même. Toujours en profondeur. Eh bien voilà, donc c'est une question de conviction. On n'a pas pris les trains en cours de route. On a une boussole et nous connaissons la destination. Et tant qu'on n'y est pas encore arrivé, on ne va pas se fatiguer. On va continuer à bosser pour que notre peuple trouve son compte. Parce que le savoir, j'allais dire le savoir-faire, a beaucoup manqué à notre peuple. Du moins à l'élite politique. Il faut travailler de telle sorte que nous puissions révolutionner les affaires publiques de manière que cela se retentisse sur l'ensemble de nos concitoyens. Voilà l'objectif de notre combat. Je dois vous avouer, je comprends que le pays ne manque pas des intelligences. Mais il y a un problème. C'est le problème de la sélection qui se pose dans ce pays. Le problème de choix des individus qui se pose dans ce pays. Le jour où on parviendra à sélectionner, de mon point de vue, c'est le jour où on parlera du décollage. Mais j'estime que ça va aller. Ce soir, on va réfléchir d'abord sur l'homme congolais aujourd'hui. Quel type d'homme pour le Congo d'aujourd'hui? C'est pas pour rien que je parlais de la question de la sélection, parce qu'il nous faut des gens qui comprennent ce qu'il faut pour le Congo. Mais quel type d'homme? Avec votre invité, nous allons analyser. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur le social. Ah oui, c'est un débat qui est engagé depuis longtemps. Mais par où commencer? Par quel type de projet il faut initier finalement pour qu'on trouve solution à cette question qui perdure toujours? Nous parlerons finalement de la CENI avec le vœu de la voir être réformée, mais le débat s'engage aujourd'hui. On sent que les politiques veulent maintenant politiser cette commission électorale nationale indépendante. Et c'est alors que nous allons y analyser avec votre invité. Norbert Yamba, je vous ai présenté ici parce que vous avez beaucoup de casquettes, franchement. Mais ici, je veux qu'on commence, que vous interveniez comme président de la Nouvelle Vision panafricaine. La RDC, notre pays, nombreux le disent, a un problème d'homme. Alors moi je vous pose la question, quel type d'homme aujourd'hui pour le Congo? Merci Pascal. C'est une question très complexe et même délicate. Parce que
toutes les expériences qui ont été tentées dans notre pays, si véritablement on avait des hommes et des femmes taillés à la mesure, taillés aux besoins véritablement de la RDC, on n'aurait pas pu prendre autant d'années sans qu'on puisse suffisamment avancer. Quelque part, on s'est peut-être trompé d'adresse dans l'analyse des faits. Quel type d'homme que nous avons? Oui, la RDC, c'est comme une équipe de football qui va puiser les joueurs de basketball. Oh, et qui viennent jouer le football et vous avez le résultat. Uniquement pour perdre, bien entendu. Et bien voilà, donc on a perdu. Combien de fois on a mis en place... Non, je veux que vous repreniez un peu parce que je veux qu'on comprenne tous ensemble. Donc, non. La RDC... C'est une équipe de football qui va prendre les joueurs de basketball. Et les basketteurs viennent jouer en place de footballeurs. Alors, vous aurez quel résultat? Et on a fait 60 ans comme ça. C'est une métaphore. De façon simplifiée, vous voulez dire? Oui, de façon simplifiée, je voudrais dire que la RDC, ces hommes, ces femmes, ne sont pas véritablement ces vrais hommes et ces vraies femmes. Parce qu'ils ont été désarticulés, ils ont été désintégrés par rapport aux besoins de la RDC. On commence d'abord par la religion, qui est venue inhiber notre capacité de créativité, d'imagination, qui est venu inhiber notre génie propre, qui est venu inhiber notre capacité d'invention pour que tout ce que Dieu nous a donné puisse être à notre service. Et la religion nous a démontré qu'il faut prendre des valeurs occidentales, etc. Et puis bon, voilà, vous utilisez et vous aurez des résultats. Or, lorsque vous voulez des fruits, vous voulez des nouveaux fruits, il faut charger, n'est-ce pas, des racines. Or, on nous a donné les racines des autres à la place de nos propres racines. Et voilà où est-ce qu'on en est. On est complètement dépaysé. On ne peut pas prendre, on n'a pas les caractères pour transformer. La RDC a été victime de son éducation. L'éducation d'antan, qui est une éducation de nos ancêtres, c'était une éducation qui a fait la puissance de l'Afrique 3500 ans avant l'ère chrétienne. Nous avons vécu comme puissance militaire, puissance politique, puissance économique, puissance culturelle. La médecine, la RDC, il est dans la configuration des jardins d'Éden. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus ces capacités-là. La médecine, l'astronomie, la chirurgie, la philosophie, l'histoire, l'écriture. Ça, ce sont des domaines pour lesquels nous nous sommes distingués et nous avons fait 100 000 ans sans qu'aucune autre race ne puisse exister. Parce que l'Afrique n'était pas subdivisée, n'était pas divisée comme on le voit aujourd'hui. Il y avait des royaumes, il y avait des empires, etc. Et on était puissants, on n'avait qu'un seul roi qui s'appelait Pharaon et on était dans une sorte de royauté, la confédération des royautés. Aujourd'hui, on est complètement divisé, on est complètement fissuré. On a une autre religion. Il n'y a qu'un seul peuple en Afrique, de l'Afrique, qui, on est africain, mais on est musulman. On est africain, on est chrétien. Toutes des religions différentes. Est-ce qu'il y a une possibilité de renaître, Norbert Yamba Yamba, de revenir à nos sources finalement pour qu'on retrouve notre génie propre? Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui? Il y a possibilité. Raison pour laquelle il y a la nouvelle vision panafricaine. Parce que tout le combat qui a été mené dans le cadre de la Renaissance africaine, ce combat a été axé essentiellement sur des revendications, des réactions. Oh, nous devons être dignes, au changeant de nom, etc. Mais on a oublié un problème réel qui est celui du génie. Et le génie se focalise autour de la spiritualité. Parce que l'homme est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. Le Dieu, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, la capacité de connaître la nature naturelle. Et dans cette nature, on peut trouver des solutions. Tout est déjà programmé en termes de solutions. Il faut les découvrir. C'est comme ça que nos ancêtres travaillaient sur base des codes qu'on appelait autrefois le maths, qui en réalité, chaque problème a un code, a une loi, a un principe, a une règle, a une norme. Lorsqu'on ne connaît pas ces normes, on va faire le contraire et on n'aura jamais de résultat. Vous avez vu comment les Occidentaux se sont organisés. Ils ont restauré leurs normes, ils ont restauré leurs codes, ils ont restauré leurs lois.
Et donc, aujourd'hui, ils travaillent en fonction de ce loi. Justement, parce que nous sommes en face de la démocratie, ou sinon je veux dire, nous sommes dans la démocratie. Et ce qui n'est pas facile, parce que vous évoquez la problématique de la spiritualité. Je crois que ça nous domine un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait aussi créer une réflexion sur la problématique de la démocratie? Et si nous devons avoir notre génie propre, c'est l'additionner avec le style démocratique occidental. Est-ce que ça ne va pas créer une contradiction et finalement manquer de boussole en fait? Pascal, vous posez une question pertinente. J'étais en train de vous parler de la religion, j'étais en train de vous parler des systèmes éducatifs qui fabriquent des chômeurs de luxe, déjà inadaptés, désintégrés, désarticulés complètement par rapport aux besoins de la société. Et donc, nous sommes des intellectuels des diplômes. Non, nous sommes des instruits. Donc des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire pour transformer leur environnement parce qu'ils n'ont pas été initiés. Et donc vous posez là aussi une question d'organisation politique. Quel type d'organisation nous avons? Il semble que cette organisation est importée. De la même manière que la religion est importée, de la même manière que le système éducatif est importé, le système d'organisation est importé et la démocratie, c'est une valeur occidentale. Écoutez, lorsque je parle de génie propre, c'est que je voudrais qu'on puisse restaurer la spiritualité authentique. Et dans la spiritualité authentique, tous les différents secteurs de la vie nationale sont organisés, sont codifiés. Par le passé, avant que nous soyons en contact avec les Occidentaux, et donc nous avons vécu dans une sorte d'organisation politique qu'on a appelée la Confédération des royautés. Nous avions un grand chef à la tête, mais les royaumes étaient déjà organisés, etc. Et donc il y a eu une répartition de compétences entre n'est-ce pas, la Confédération et les différentes entités. Et c'est ce qu'on tente aujourd'hui d'aller dans la direction de l'Union africaine pour créer les États-Unis d'Afrique. Voilà. Donc, si on n'arrive pas naturellement à revisiter la problématique de la religion, parce que la religion n'est pas la spiritualité, et que la religion, ce n'est pas un fax qui a été reçu de Dieu. La religion, c'est une organisation humaine qui a des dogmes, et ces dogmes sont fondés par, n'est-ce pas, des hommes qui ont leurs intérêts, qui ont leurs opinions, et qui avaient leurs ambitions. Et donc, nous, on nous a mené cette religion, et comme c'était une confrontation des rapports de force entre ceux qui se sont rencontrés, et donc, cette religion a pris la suprématie pour inhiber notre spiritualité, parce que les inventions, la créativité, l'imagination, pour que tout ce que Dieu nous a donné en termes de ressources naturelles, nous puissions les transformer, mais il faut des idées, il faut des technologies, il faut des sciences. Or, les sciences se retrouvent dans la spiritualité, et la spiritualité signifie l'esprit. Et l'esprit signifie que nous, les hommes, nous sommes les dépositaires de l'esprit de Dieu. Et Dieu, c'est le premier ancêtre que nous avons, qui est censé véritablement avoir l'intelligence universelle infinie. Voilà. Et donc, nous avons tout perdu simplement parce qu'il y a un groupe de personnes qui est arrivé et qui croient véritablement avoir l'idéal civilisationnel. Alors, tout ce que nous avions comme patrimoine à l'époque, comment on a construit des pyramides, comment on a construit des momies, comment les Maliens à 1200 devraient faire des expéditions vers l'Amérique avant Christophe Colomb. Ils sont allés avec quel bateau? Comment on a construit ça? Comment on sait que dans tel palmier, il y a le vin de palme? Qui a dit ça? Qui a découvert ça? Comment on peut aller en forêt? On voudrait construire une maison en toiture. On dit telle feuille correspond, telle feuille ne correspond pas. Qui a donné ce génie? Comment on est arrivé à voir le feu? On n'avait pas encore des allumettes. Les Occidentaux n'étaient pas encore là. Ce qui nous a manqué, c'est que non seulement on a inhibé notre capacité de créativité, mais on n'a pas réussi véritablement à avoir des hommes et des femmes qui avaient le caractère de théoriser ce que nous avons comme potentialité humaine. Par exemple, le vin de palme. On peut, au travers le vin de palme qu'on tire de fabriquer, par exemple, une technologie qui nous produise de la boisson, etc. Bon, nous avons, par exemple, des hommes, il dit, je vais aller, par exemple, à Matadi. Il crie seulement, il va à Matadi et il rentre. Et alors, personne ne comptabilise cette énergie. Personne ne théorise cette énergie, personne ne modernise. À ce moment-là, on aurait des alternatives pour résoudre les problèmes. Mais on n'est pas là. Et tout a été diabolisé par la religion pour dire, si tu arrives de faire ça, c'est que tu es sorcier. Ah oui, mais maintenant, la question reste posée. Mais comment revenir maintenant à la source pour que finalement,
Mobutu l'a tenté lorsqu'il parlait même de l'authenticité. Il avait peut-être pratiquement la même vision. Comment revenir à la source pour qu'on reparte avec nos acquis naturels pour réformer peut-être et voir comment les adapter avec ce que les autres nous ont apporté. Tout à fait, Mobutu a tenté, bon, c'était une réaction normale, mais il n'a pas monté un schéma opératoire. Donc, il a travaillé, du moins dans son contexte, c'était de restaurer la dignité de l'homme noir, de l'homme africain, etc. Et à travers ça, naturellement... Parce que moi, je le suivais, comment il s'opposait même avec l'octroi des prénoms. Bien entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu un arabe s'appeler Pascal? Il restait Mohamed, il restait Abdul. Le seul peuple qui il est africain, il prend le nom des ancêtres des autres. C'est parmi les outils de domination. Alors. Bien entendu. Comment pouvez-vous imaginer que celles les ancêtres des autres sont celles et nous n'avons pas de gens? Merci beaucoup. Donc, écoutez, je voudrais terminer en disant que nous avons la possibilité aujourd'hui de nous réconcilier, de nous reconnecter avec nos ancêtres. Cette possibilité de révisiter le système religieux. Cheikh Anta Diop avait dit à son temps que lui-même qui était musulman à l'époque, etc., il a dit il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait un congrès écuménique parrainé par les panafricanistes qui financerait même ce congrès et qui regrouperait, n'est-ce pas, les différentes religions, les grands mouvements religieux en Afrique, etc. et qui finalement mettront en place ce qu'on appelle des modus vivendi, j'allais dire des dogmes, des pratiques, des usages. Ça, on en a besoin. On a aussi besoin, comme l'a fait les Béninois, j'allais dire Yahi Boni, et même adopté aujourd'hui par Patrick Talon, etc., où on réserve toute une journée, où la journée des ancêtres, en Europe il y en a, en Amérique il y en a, pour eux. Nous, tous ceux qui sont réputés aujourd'hui appelés sorciers, diabolisés, et qui sont devenus des savants en Europe, ou aux États-Unis, en Asie, qui fabriquent des avions, qui cherchent, qui découvrent des planètes, etc. Mais ce sont des sorciers. Merci. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la sorcellerie négative et la sorcellerie positive. Voilà. Et donc, tout ça a été diabolisé pour que nous ne puissions pas avoir véritablement l'indépendance. Et on a besoin de tout ça. Et la nouvelle vision va dans le sens de la restauration. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui est à la télé, même ceux qui se disent des féticheurs. Quand vous prenez par exemple les Dingwe, et ils bagarrent, et il enlève les intestins de quelqu'un. Mais c'est une technologie. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas et il remet. Mais on peut capitaliser cette technologie-là. Et en capitalisant cela, on systématise les docteurs d'université, les chercheurs, etc. mettent en place et on met à la place publique, on peut vendre, on peut en fabriquer même des médicaments, etc. Aujourd'hui, regardez comment soignent les Chinois, regardez comment soignent les Indiens. Aujourd'hui, avec le 5G, on peut vous opérer à partir des États-Unis ici. On vous opère à partir des États-Unis ici. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est la formule de laboratoire? Moi, j'ai dit non, c'est du génie. Nous avons l'esprit de Dieu. Vous savez que les hommes les plus intelligents ont 7% de l'intelligence de Dieu. Très bien. Alors, nous aussi, nous pouvons puiser parce que nous avons vécu 100 000 ans sans qu'aucun autre peuple puisse exister dans le monde. C'est comme ça. Là, il est intervenu comme président de la nouvelle vision. De la nouvelle vision panafricaine. La nouvelle vision, une nouvelle façon pour l'Afrique et pour qu'elle puisse sortir véritablement de cette situation. Maintenant, là, vous allez intervenir, Norbert Yamba Yamba. Non, pas simplement comme cadre d'un parti politique, bien entendu ici du DPS. Oui. Mais aussi comme consultant au développement. Oui. Parce que cette question, hier, quand vous étiez à l'opposition, vous engagiez beaucoup de débats. Je dois rappeler ici que Norbert Yamba Yamba est au pouvoir. Son parti est au pouvoir. C'est un parti présidentiel. Il n'a pas de raison à évoquer si ça ne marche pas. La question sociale pose problème, Norbert Yamba Yamba, jusqu'ici. Et les gens s'interrogent, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à travers cette question, alors je me suis dit, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire et par où commencer? Quel type de projet initier pour qu'on trouve solution aujourd'hui? Quel est le projet prioritaire
pour qu'on trouve solution à cette question qui, depuis longtemps, vous l'avez toujours posée, vous avez toujours critiqué parce que ça n'allait pas, mais aujourd'hui au pouvoir, vous imaginez que ce serait priorité, commencer par quel type de projet? Écoutez, la société ne peut pas être traitée de manière sectariste. Il y a différents secteurs de la vie nationale et chaque secteur est toujours en interaction avec d'autres secteurs. Donc, chercher de trouver un agenda spécifique pour un secteur en termes d'un projet, c'est se tromper véritablement d'adresse et manquer la torche pour éclairer l'avenir. Raison pour laquelle il y a des secteurs prioritaires, ce qu'on appelle des attributs de souveraineté, des secteurs souverains. Lorsqu'on veut véritablement analyser qu'on est un pays indépendant, on est un pays souverain, il y a 4 secteurs prioritaires. Il y a la sécurité, il y a l'alimentation, il y a la santé, il y a l'éducation. Sécurité maintenant, on commence par là. La sécurité, c'est que il faudrait que les gens soient protégés, qu'il y ait la paix. Qu'est-ce que vous aviez fait? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Par rapport à cette question de souveraineté, de sécurité, le président de la République, vous l'avez vu, depuis son investiture, prendre le bâton de pèlerin. Parce que nous avons connu une guerre, une insécurité qui était, n'est-ce pas, caractérisée par une convergence d'intérêts. Cette convergence d'intérêts s'explique à 3 niveaux. Il y a des acteurs internationaux qui relèvent véritablement des multinationales qui ont besoin de nos ressources naturelles. Et vous avez les acteurs de la sous-région qui sont nos voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Ils auront toujours un impact par rapport à notre situation. Et donc, ils ont été recrutés comme des sous-traitants. Et puis, vous avez les acteurs internes qui sont essentiellement des Congolais ou des infiltrés devenus Congolais, etc. Et qui ont, dans cette complotation, n'est-ce pas, en train véritablement de mettre le Congo en fait et en sang. Et donc, le président de la République, venu au pouvoir, connaissant cette réalité, aurait souhaité naturellement discuter avec les uns et les autres. Ça s'appelle, mais gagner la guerre sans combat. Et gagner la guerre sans combat suppose aller en direction véritable de l'adversaire, discuter avec lui, utiliser les idées, les convaincre pour dire qu'à 2, nous pouvons gagner ensemble. Seul, vous avez le risque de ne pas gagner. Raison pour laquelle vous l'avez vu prendre son bâton de pèlerin. Tantôt il est au Rwanda, il est en Ouganda. À un moment donné. Vous avez l'impression, vous avez l'ambition, vous avez la satisfaction d'avoir réussi la mission jusqu'ici. Mais c'est un processus. Lorsqu'il y a eu un système qui a été mis en place depuis la colonisation jusqu'à la décolonisation, il n'y a pas longtemps, on a choisi de nouveaux acteurs, des nouveaux acteurs. Ça ne peut pas aller. Du coup, mais il faut discuter avec les gens. Aujourd'hui, le président de la République plaide pour les États-Unis d'Afrique. Comment nous sommes des Africains, nous sommes des voisins. Au lieu de créer des synergies gagnantes, on s'attaque mutuellement, on retarde le développement de l'Afrique, mais il faut expliquer aux uns et aux autres. Pour que finalement, on puisse niveler vers le bas ces conflits. Et c'est ce que le président a fait. Alors, deuxièmement, il est allé vers les puissances d'argent. Les puissances d'argent qui sont des multinationales. Vous savez, une multinationale, c'est plus que les richesses d'un pays. Et donc, ces multinationales qui opèrent de manière illicite, j'allais dire même irresponsable, immorale. Et la solution, c'est il faut au moins combien de temps pour qu'on trouve... Non, mais écoutez, je dis il faut gagner sans combattre. Parce que combattre suppose des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières, etc. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous pouvons épargner quelque chose qu'on peut gagner à travers des discussions. Il faut simplement comptabiliser le volume aujourd'hui de récurrents. Peu importe le temps, c'est ça? Non, pas peu importe le temps, on est en train d'avancer, non? Quand je dis comptabiliser le volume, c'est pas de ce qui se passe par exemple à l'est de notre pays, ça a diminué sensiblement. Le président de la République a pris non seulement une décision diplomatique, politique, mais aussi militaire. Alors, le matériel de guerre ont augmenté.
Vous avez vu les différents sites qui abritaient naturellement tous ces rebelles-là organisés, etc., pour nous déstabiliser de manière à piquer le reçu de la République. Écoutez, ces sites sont complètement déstabilisés. Et puis sur le plan interne, il faut remettre en scène ce qu'on appelle l'état de droit, la loi, la suprématie de la loi. Tous ces gens qui se connaissent comme véritablement acteurs finiront par être véritablement identifiés. Il faut aller, par exemple, à Goma, il faut aller à Bukavu, il faut aller à Beni, il faut aller à Butembo. J'étais là avant le confinement. Quand vous regardez la situation, vous dites, mais il n'y a pas eu la guerre. Certes, il y a la guerre au village, mais il y a des hommes et des femmes qui véritablement sont dans cette complotation et qui prennent de l'argent et qui s'enrichissent, qui construisent des immeubles, etc. On a parlé de la sécurité. Deuxième aspect, vous avez dit l'alimentation. L'alimentation. Alors, oui, l'alimentation. Où en sommes-nous? Ben, écoute, d'abord, le président de la République ne veut pas aller dans une situation où on crée un projet d'exploitation agricole et on croit que ce projet-là va véritablement s'occuper de l'ensemble des Congolais. Ah non! Le président de la République passe naturellement par 7 politiques pour remettre véritablement l'alimentation sur les rails. Première politique, c'est la question du budget. Nous, on a trouvé presque nul en termes de budget dans ce secteur. Et puis bon, on est allé, aujourd'hui, on est à 3-4%. C'est le débit, mais on est été à 0. Encore que ce sont des moyennes statistiques qui véritablement étaient picorées par des individus. Le budget est là. Ça montre très clairement qu'on peut, au travers de ce budget, affecter de l'argent, etc., pour faire des choses. Deuxièmement, la politique foncière. Les gens sont en train d'y travailler. Parce que regardez, toutes les mamans qui travaillent dans les sites touristiques, dans les sites maraîchers, ils n'ont pas la capacité d'avoir accès sur le plan de droit. En termes de propriété, toutes les cultures pérennes, les cultures de rente ne peuvent pas être la propriétaire de toutes les maraîchères. Mais excusez que j'ai... L'impact... Non, je suis en train d'expliquer, s'il vous plaît. Et donc, on a pris ces mesures-là. On est en train de rectifier même la loi foncière par rapport à ça. Pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des domaines qui sont confiés à des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir exploiter, etc. Encore qu'il faut le crédit. Dans nos milieux ruraux, il a existé ce qu'on appelait des coopératives de panier de crédit. Tout ça, ça n'existe pas. Et le président dit qu'il faut restaurer, n'est-ce pas, le crédit au travers de la création, par exemple, d'une banque de développement rural. En tout cas, il faut créer un fonds de garantie, justement pour booster les entrepreneurs potentiels, etc., qui ont des projets bancables qui peuvent être financés. J'étais à Matadi il n'y a pas 2 jours, mais j'ai vu des fouilles. J'ai vu de tout sortes de fouilles, même pas une petite usine de transformation de fouilles, rien du tout. Et le président dit, jeunes Congolais, vous qui avez véritablement des projets bancables, vous qui avez des choses à présenter, venez, présentez-nous. Si vous estimez que ce projet est rentable, il y aura une équipe qui va analyser, vous aurez l'argent et vous allez vous installer. Le président dit, tous ces agronomes qui terminent dans les universités, qui sont des agronomes, que ce soit dans les instituts supérieurs de développement rural, vous êtes des candidats potentiels à l'acquisition de crédits. Écoutez, si vous avez un projet et que vous pouvez vous installer, on va vous faciliter la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, les concessions pour faire véritablement vos exploitations agricoles. Il n'y a pas que ça. Et il y a la commercialisation. On va vendre où? Mais ça sont des intentions apparemment. Non, ce sont des politiques, mon frère. Mais pragmatiser pour que les Congolais sentent le changement. Les routes. Nous avons 80 000 km, 88 avec des réflexions. Mais voilà, donc on a 88 000 km de routes de dessert agricole. Eh bien, nous avons fait, dans les 100 jours, 30% de ce que cela représente. Et après, mais voilà, donc, ni t'étais le confinement, ici, on aurait facilité la circulation. Il y a eu beaucoup d'endroits, même chez nous. Vous savez, on a construit tout un pont. Il y a un pont maintenant, là, parce que les gens ne pouvaient pas traverser. Comment on peut faire circuler s'il n'y a pas de pont? Comment on peut circuler s'il n'y a pas de bac? Comment on peut circuler s'il n'y a pas de société d'aviation? Le président a commandé, vous savez, 8 avions, 9, pas de bilocos. C'est pas encore arrivé. Eh bien, ce n'est pas encore arrivé, mais il faut commencer. Et si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Ne cherchez pas des solutions mathématiques ou magiques. C'est tout un processus. Il faut un agenda stratégique. Et c'est sur base de cet agenda, on programme dans les 5 ans. En disant, aujourd'hui, voilà le projet. Voilà, en 2e année, 3e année. Le comble pour le Congolais, c'est qu'on est trop pressé. Et quand on est pressé, on ne peut pas avoir de résultats.
Et donc, il faut tenir compte du chronogramme qui a été élaboré. Et puis, la santé. Vous avez su, hein, combien d'hôpitaux qui ont été réfectionnés, même à Mamayomou ici. Excusez-moi, Norbert Yabal. Ne soyez pas aussi comme faisaient ceux qui vous ont précédé hier. On a construit des hôpitaux à travers le pays, mais quand vous sillonnez dans des territoires, on ne trouve pas les hôpitaux. On a construit pratiquement une école dans chaque territoire. Lorsque vous y allez, il n'y a pas d'école. Est-ce que vous êtes sûr réellement qu'on a réfectionné autant d'hôpitaux depuis que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, à travers le pays? Commençons par l'hôpital de Kinshasa. Il y a eu un incendie et tout a été brûlé. Non seulement on a remis ce qui était avant, mais on a construit un étage de plus. Allez, vous allez voir. C'est pas à l'hôpital de Kinshasa, ancien Mamayem. Allez à Mokengeli. J'ai eu mon fils qui est actuellement au Japon, qui a étudié là-bas. Aujourd'hui, c'est une complexe scolaire. C'est comme j'ai vu l'université de Kinshasa aussi changer de l'université de Kinshasa, regardez ces bâtiments. Ça fait combien de temps, mon cher ami? Et puis on est dans une année avec un petit projet de 100 jours qui représente 492 millions de dollars. Et 70 de mis de côté, c'est 420. Et on a utilisé simplement 60%. 344 millions. Regardez le seul mouton, ça représente combien? Les gens, certes, critiquent qu'il y a eu un procès, etc. par rapport aux maisons préfabriquées. Mais il y en a combien? Il faut aussi vérifier le matériel. C'est que quelque part, même s'il y a eu des détournements, dans l'état de droit, rétablit véritablement la responsabilité, établit la responsabilité. Mais il y a eu des choses. 210 maisons construites au Kanchachi. Mais écoutez, vous voulez faire quoi? Moi, je connais la situation du Sénégal. Abdoulaye Wade, qui était un président réputé, bâtisseur, il a construit pendant 12 ans 6 saute-moutons. Et il est reconnu comme le plus grand bâtisseur du Sénégal. Et le président Kabila, dans 18 ans, et si on peut considérer le petit pont de Mantété, avec nos qualités, bien entendu, je me suis beaucoup. Je me suis beaucoup. C'est pendant 12 ans, pendant 18 ans. Et le président Félix vient. Dans une année, il en fait 9. S'il vous plaît. Et dans un projet qui n'atteint pas 1 milliard de dollars. Moins de 500 millions de dollars. Dis mes Congolais, sincèrement, on a tout perdu, quoi. On a tout perdu, on se plaint. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous êtes allés à Mokengeli. Vous avez vu ça? Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on a fait on a prévu 1000 écoles. Mais on est en train de dire non, non. Oui, mais bientôt, il y a une différence. Prenons Kinshasa par exemple. Bientôt, il y aura des pluies. C'est là où on comprend si ça va ou ça ne va pas. Oui. Quel est le projet de l'urbanisation aujourd'hui de la ville en termes de création de nouvelles routes, en termes de réfection des routes pour que finalement, lorsqu'il y a pluie, les gens ne se sentent pas, en tout cas, disposés, enfin, ou exposés à des intempéries? Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais quand on est venu, il y a eu des urgences dans la ville de Kinshasa. En tout cas, il y a eu cette grande avenue. Vous avez Bokassa qui est resté pendant 15 ans comme ça. Personne ici ne pouvait passer par là, etc. Vous avez l'avenue de l'université qui, avec des surestimations, mais qui n'a jamais donné solution. Vous avez l'avenue du tourisme. Vous avez l'avenue Kulumba. Voilà, donc, même au niveau de Kinsuka, etc. Donc, on a fait quelque chose. Maintenant, le projet des 100 jours qui était piloté par le président, dont on reproche aujourd'hui, a fini par être confié au gouvernement de la République, qui est le gouvernement Ilunga, depuis novembre. C'est là où il y a blocage. Et c'est là qu'on a mis en place ces 15 piliers. Et c'est donc le ministre de ces différents gouvernements qui doivent dire, au regard, par exemple, comme vous l'avez dit, urbanisation. Qu'est-ce que dit le ministre de l'urbanisme et habitat? Alors maintenant, au niveau de l'environnement, que dit le ministre de l'environnement? Au niveau, par exemple, d'un tel ou tel secteur, etc. On attend ce ministre-là. Les gens ont tendance à poser la question au président de la République, c'est comme si c'est lui qui s'occupait de l'exécution. Oui, on a défini les différents piliers. Mais écoutez, qu'est-ce que les ministres font dans tous ces bureaux climatisés? C'est ça aussi. Alors maintenant, par le passé, vous voyez Kabila accepter qu'aujourd'hui, que les gens voient directement Félix aussi. Il y a une différence. Ouais. Il y a une différence près. Le président Kabila avait véritablement sa majorité et il avait la possibilité de s'imposer surtout. De s'imposer. Parce que c'est lui qui était le pourvoyeur du pouvoir et des postes. Tu vois? Et donc, le président Tshisekedi est dans une approche très dialogale où
vous avez des hommes qui ont été formés dans un système, qui ont été moulés dans un système et qui ont difficile à faire un déménagement vers un autre système. Et par rapport à ça, moi je pense, au regard des ambitions même de ceux qui ont passé dans l'autre système, etc., qui, tendance générale, c'est qu'il ne faut pas permettre à Tshisekedi de faire mieux parce qu'il risque de revenir en 2023. Tous ces éléments faisant combine retardent naturellement l'engouement et la détermination vers la matérialisation physique de ce que représente tout ce qu'on a, on met en place comme projet. Mais il faut avoir de l'intelligence politique, comme le fait véritablement le président de la République, pour discuter, convertir et avancer. Si minime soit-il, mais il faut comptabiliser ces évolutions positives. Bon, écoutez, on n'est que dans une année et demie, nous croyons que en ayant 2 ans ou 2 ans et demi, la nouvelle culture va se cristalliser et le nouveau système devra fonctionner de manière automatique. Donc pour Norbert Yamba Yamba, une année, en fait, quelques mois déjà au pouvoir, vous estimez que beaucoup a été fait? Non, on a fait... On est dans un bon élan, c'est ça? Bien entendu, mais il faut comptabiliser ça, 5 ans. Alors quand vous prenez par exemple, et c'est ça justement la culture statistique qu'on doit pouvoir imposer dans les chefs de la culture politique congolaise. Faisons les statistiques. Si dans une année on a réalisé 9, n'est-ce pas, saute-mouton. Donc ils ne sont toujours pas terminés. Hein. Non mais ils ne sont pas tout terminés. Bon, prenons même ceux qui sont terminés. Comme préjudicié derrière beaucoup de Congolais. Comment ça? On a même dit qu'on n'aurait pas dû commencer par là parce que apparemment ce n'est pas la première priorité, même si on aura fait, mais ça ne terminerait pas les embouteillages. L'argent qu'on a pu débourser, on aurait dû désengorger les petites avenues, ce serait encore plus avantageux pour la population que de construire des autres moutons. Bien entendu, on peut tout dire, hein, on peut tout dire, vous savez, Pascal, vous avez vos priorités, hein, vous êtes de la presse. Hein. Pour vous, la priorité, c'est que, bon, voilà, il y a la loi de la dépénalisation, etc., de la presse, etc. Pour moi qui suis consultant, j'ai envie véritablement qu'il y ait un environnement favorable à l'émergence des cabinets de consultance, etc. Pour quelqu'un qui est agriculteur, lui aussi, il a ses priorités, etc. Et donc, le gouvernement de la République, au travers les différentes opinions, etc., essaie de systématiser ça. Chacun ne sera pas satisfait de la même manière. Mais quand même qu'on pose des projets qui auront des effets d'amplification, qui auront des effets d'entraînement, etc. Et quand on prend en considération les routes aura des répercussions sur la circulation des biens et des services. Cette circulation des biens va avoir une répercussion sur la diminution des prix des biens parce que l'offre devra véritablement augmenter sur le marché, etc. Ce sont ces implications incidentielles. Mais si vous avez un gouvernement qui n'a pas la présence d'esprit pour comprendre ces différentes interactions, etc., vous prendre des décisions comme ça. On termine par cette question. Là aussi, vous serez purement politique. Cadre de l'UDPS, débat sur la CENI, expérience est là, 2006, 2011 et 2018. Les conséquences, vous les connaissez et aujourd'hui, surtout après, est-ce que je peux dire le choix, mais au moins l'entérinement de la présence ou de la candidature de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale, le débat s'engage pour des réformes à la CENI. Bon, aujourd'hui, il y a des forums qui ont été organisés, ainsi de suite. La question de la CENI, la réforme de la CENI, Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS, comment vous l'envisagez? Comment vous appréciez? Comment vous lisez le débat d'aujourd'hui sur la CENI? Bon, ici, je ne suis pas envoyé par mon parti, mais j'essaie d'écouter les uns les autres. Et, mais au moins, c'est un averti politique. Bien entendu, bien entendu. Vous savez... Pascal, lorsqu'on observe la situation de la CENI, la CI à l'époque, en 2006, après les élections, il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de résultats contestés, etc. Heureusement que les structures ont été mises en place et on est allé jusqu'à la Cour suprême à l'époque qui faisait office de la Cour constitutionnelle. Mais cela n'a pas empêché aux gens d'exprimer leurs frustrations par rapport au comportement des uns des autres, etc. 2011, il y a eu contestation. Il y a eu même 2 présidents. De fortes contestations. Et donc, la CENI endossait une grande responsabilité. Avec Ngoï Mulunda. Avec Ngoï Mulunda. Et puis, ces élections ici de 2018, on revient dans les mêmes contestations, etc. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alors maintenant que nous voulons véritablement rassurer les uns les autres, avec l'alternance qui est arrivée, il ne faut pas aller en vrac, comme par le passé. Il faut savoir tirer des leçons et apporter des corrections nécessaires pour permettre la performance de cette institution.
Et c'est comme ça que, bon, beaucoup de gens auraient souhaité, naturellement, que la CENI fasse ce rapport. Ce rapport a été fait, adressé à la présidente au bureau de l'Assemblée nationale, qui aurait pu engager une discussion, un examen autour du rapport de la CENI. À ce moment-là, on verrait les forces, les faiblesses, on verrait les perspectives. Et les gens pouvaient apporter véritablement des réformes en fonction de cette analyse. Et tel n'a pas été le cas. Et donc, on pousse les gens à choisir notre de la CENI qui fait partie naturellement de l'arsenal qui a été considéré comme étant une machine pour dribbler les acteurs politiques. C'est pas correct. Et donc, personnellement, à moins que mon parti disent le contraire, mais moi je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, écoutez, qu'on fasse des discussions à l'Assemblée et qu'on engage des discussions dans les cadre de vraies réformes pour éviter... La crainte à l'Assemblée nationale, Norbert Yamba Yamba, excusez que je vous arrache comme ça la parole. À l'Assemblée nationale, la crainte d'un débat, c'est que il est souvent tendancieux à partir du moment où le FCC à la majorité voudra faire passer maintenant sa volonté à travers ses élus. Et là, on n'aura pas ce qu'aura voulu la population pour qu'on ait une CENI indépendante. Faites attention. Vous l'avez dit, vous avez expliqué quel est l'état de la situation, y compris sociale. Un peuple en colère est plus qu'une bombe atomique. Je pense que l'alternance a dégonflé les tensions. L'alternance a permis à oxygéner la République, à dédramatiser ou à décrisper la situation politique. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme coq à jambes, tout ce qu'il y a eu comme blocage, etc., ça a permis à notre peuple d'évoluer, d'avoir une croissance de lucidité par rapport au fonctionnement des institutions. Et donc, notre peuple connaît les tenants et les aboutissants, les auteurs et les menteurs de la situation que nous sommes en train véritablement de vivre. C'est que très clairement, même s'ils ont la majorité, et quand ils ne sont pas en concordance avec, n'est-ce pas, l'opinion de notre peuple. Certes, il y a plusieurs opinions, c'est évident, mais c'est le vote qui est à ce moment-là, mais pourquoi où est-ce qu'on en est là? Ils auraient pu passer, faire un passage. C'est le chef qui a bloqué. Bien entendu. À leur niveau, mais le chef a bloqué parce qu'il sait qu'il a un devoir de redevabilité vis-à-vis des peuples. Ramener la question encore à l'Assemblée nationale, c'est tout ça le problème. Non, écoutez, il faut toujours avoir... Rapidement comme ça, il faut toujours avoir confiance aux gens. Ce sont des Congolais. Certes, beaucoup se sont enrichis. Certes, les autres en ont fait une profession. Mais, écoutez, jusqu'à quand on va aller avec cette manière de faire les choses? Jusqu'à quand on va aller avec la caporalisation des institutions? La CENI a été pensée comme une institution d'appui à la démocratie. Et alors, au lieu que ce soit une institution d'appui à la démocratie, ils l'ont transformée en une institution politique. Où on vous dit, non, c'est la société civile qui prend la présidence, on prend, et si vous n'avez pas la caution, n'est-ce pas, de ceux qui ont acheté le pays, etc., vous ne pouvez pas assumer ces responsabilités-là. Merci. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je pense que nous avons la responsabilité. Regardez ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Ils ne s'entendaient pas, mais ils ont dit, parce que nous voulons rassurer les uns les autres, allons prendre un général à la retraite au Mali, et c'est lui qui a assumé les fonctions du président, et les choses se sont bien passées, même si par la suite, il y a toujours des ambitions démesurées de certaines personnes. Donc, moi ce que je voudrais, c'est que qu'on réforme la CENI, qu'on évite de plus en plus, n'est-ce pas, ce qui va véritablement occasionner le discrédit, la construction de l'immoralité de l'élite politique, ça nous discrédite et ça ne nous fait pas respecter, ça ne donne pas une bonne image à travers le monde. Merci. Et alors, ils comprendront et ils pourront respecter l'opinion de notre peuple. Nous vous disons merci pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir, Norbert Yamba Yamba. C'est moi qui vous remercie, je m'excuse beaucoup, mais bon... peut-être prochainement, on pourra s'étaler sur cette question qui est fondamentalement technique parce que moi-même, j'ai écrit quand même 4 livres sur cette question. Je vous dis que nos portes sont grandement ouvertes, encore que l'espace est toujours là. Pour vous, Norbert, n'hésitez pas. Merci. À chaque fois que vous trouverez nécessaire de venir intervenir, nous allons vous ouvrir nos portes. Merci. Alors, nous avons reçu pour vous ce soir Norbert Yamba Yamba Choukou, écrivain et conférencier. Cadre de l'UDPS, président de la Nouvelle Vision panafricaine, consultant et coach international en développement personnel. Avec lui, on a échangé sur 3 thèmes. Le premier a concerné l'homme congolais, l'homme africain d'aujourd'hui. Que devrait-il faire pour que sa vie change? Nous avons parlé de
des projets qu'il faut initier pour permettre le développement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on a déjà fait aujourd'hui? Vous aviez compris comment il vous a expliqué. Finalement, c'est la CENI, la question de la CENI que nous avons abordé à la dernière position. Nous pensons plutôt que vous avez apprécié notre échange. Nous vous disons simplement merci. On se retrouve encore demain à la même heure, ça veut dire à 20h30, avec le temps de rediffusion comme nous vous avons dit au début. Nous sommes à la fin, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.